Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, tête de liste Les Républicains pour ces élections européennes. Alors vous avez annoncé porter plainte pour une tentative de cyberattaque chinoise, dites-vous, qui date de 2021. Alors une question simple, de quoi s'agit-il et pourquoi maintenant ? Parce que je l'ai appris tout récemment, je l'ai appris par les services américains qui nous ont informé que j'avais été ciblé par une cyberattaque en provenance d'un groupe de hackers liés au régime chinois. Et donc je porte plainte en effet aujourd'hui. Je déposerai cette plainte parce que je crois que nous n'avons pas le droit de rester silencieux ni passifs devant ces attaques qui ont pour but de déstabiliser notre démocratie en réalité. Ça fait des années, vous savez, que j'alerte au Parlement européen sur le fait que la Chine a une stratégie offensive, agressive, pour dévaster notre industrie d'abord, pour mettre à terre notre économie et bien sûr pour créer une sorte d'alternative au modèle démocratique que nous devons défendre. On voit que la Chine développe, elle, un modèle autoritaire, voire totalitaire, fondé sur le contrôle social des individus. Nous avons le devoir de dire que nous défendrons nos libertés et que nous défendrons nos institutions démocratiques. Vous déposez cette plainte au moment où Xi Jinping est en France. Il sera aujourd'hui dans les Pyrénées pour un échange un peu plus informel avec le président de la République. Est-ce qu'à l'Élysée, vous avez eu un retour sur cette cyberattaque dont on vous a averti ? Est-ce que quelqu'un vous a contacté ? Moi, je demande simplement au président de la République de faire état de cette question auprès du président chinois. Je crois qu'il faut que nos autorités, au plus haut niveau, disent « nous ne laisserons pas faire ». Parce que, on le voit, on l'a vu au Parlement européen au cours du dernier mandat, il y a des États étrangers qui tentent des ingérences dans nos systèmes démocratiques, dans nos parlements. Au Parlement européen, on l'a vu d'une manière très forte. Mais peut-on les empêcher, Monsieur Bellamy ? Monsieur Pechnar, qui est de votre parti politique, je l'entendais très récemment dire « on sait qu'on va être attaqué, on sait qu'on est attaqué en permanence, nous allons faire au mieux de ce que l'on peut, mais on ne peut pas empêcher ». Moi, je fais toute confiance aux services français qui, j'en suis sûr, mènent un travail très vigilant pour faire en sorte que nos démocraties soient protégées, mais je crois qu'on doit aussi porter ce message. Nous ne devons pas nous laisser faire, nous ne devons pas nous laisser attaquer. Et en tous les cas, pour ce qui me concerne, je ne me laisserai pas intimider. J'ai combattu et je continuerai de combattre des choses qui touchent à la vie quotidienne des Français aussi. Je pense par exemple à cette décision aberrante de l'Union européenne d'imposer 100% de véhicules électriques à partir de 2035. Cette décision, c'est en fait, je l'ai dit depuis le début, imposer 100%, comment ça ? Parce qu'à partir de 2035, c'est la fabrication des véhicules thermiques qui est interdite, c'est pas leur circulation. Exactement. Non mais dans la formulation, il faut faire attention dans la façon dont on dit les choses. C'est la vente de véhicules thermiques. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'en se donnant cet objectif, on se fixe un cap qui correspond à la technologie sur laquelle la Chine a des années d'avance sur nous et sur laquelle nous sommes le plus dépendants. C'est-à-dire quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez décaler cette interdiction ? Nous voulons retrouver un principe de liberté technologique, de neutralité technologique. Ça veut dire que le rôle du politique, c'est de fixer un cap, en l'occurrence décarboner la circulation automobile, et ensuite l'industrie doit pouvoir chercher la diversité des options. Il y a eu un accord signé hier avec Bruno Le Maire sur 800 000 véhicules en vente pour 2027. Donc ça accélère. L'électrique fera partie des solutions. Et bien sûr, l'industrie française est prête à s'engager dans ce tournant. Mais fixer le cap du tout électrique, c'était, je le redis, faire un choix économique, social, industriel, dramatique, écologique, aberrant, et surtout un choix géopolitique de dépendance à l'égard de la Chine. C'était le plus beau cadeau que l'Europe puisse faire à Xi Jinping, parce que sa stratégie, c'est d'investir dans la surproduction industrielle, dans des filières très précises. On voit ce qui s'est passé sur les panneaux solaires déjà. Est-ce qu'on va faire la même erreur avec la voiture? C'est le cas, c'est le cas également dans les scanners d'aéroports, c'est le cas également dans les ports français. Le Havre, d'autres ports sont partiellement sous contrôle chinois. Donc il y a de multiples secteurs où la Chine est aujourd'hui présente. Et notre défi, c'est de sortir de la naïveté aujourd'hui. Je le redis, sortir de la naïveté. Je l'ai dit, je le répéterai, et je ne me laisserai pas intimider par le fait qu'aujourd'hui, le régime chinois semble manifestement prendre pour cible les voix qui cherchent à contrer son projet de fragilisation de l'Europe dans le travail. Qu'est-ce qui est évident dans la cyberattaque? C'est quoi? C'est votre messagerie? Qu'est-ce que vous savez? Je discute actuellement avec les services du Parlement pour comprendre quelle a pu être la nature de cette attaque, mais il semble que ce soit effectivement tous mes comptes au Parlement européen qui aient été ciblés par cette attaque. Alors vous êtes enseignant, vous êtes prof de philo, évidemment, j'avais envie de vous entendre sur ces blocages dans certaines universités, notamment à Sciences Po. Marine Le Pen a une version très simple, elle, pour les empêcher, elle dit on vire tout le monde. On vire les étudiants qui bloquent, on vire les enseignants qui le cautionnent. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je pense qu'aujourd'hui les étudiants qui bloquent, et je le dis aujourd'hui avec force, sont en train non seulement de faire obstacle au déroulé normal des études de ceux qui, dans ces instituts, dans ces universités, devraient avoir pour principale préoccupation d'étudier, on l'a peut-être un peu oublié, mais ils font aussi le jeu de la montée dans notre pays
d'une forme d'antisémitisme lorsque j'entends les slogans qui sont diffusés dans ces manifestations. Alors qu'est-ce que vous préconisez, M. Bellamy ? L'existence même d'Israël. Qu'est-ce que vous préconisez ? Voit, comme l'annonçait le Premier ministre hier, c'est quand même très important, l'explosion des actes antisémites dans notre pays. Eh bien, on ne peut pas ne pas agir. Donc qu'est-ce que vous dites à ces étudiants, aux enseignants qui cautionnent ? Moi, je dis simplement que ces étudiants, s'ils continuent de bloquer et d'entraver le fonctionnement de Sciences Po et de nos universités, devraient être interdit d'examen. C'est la première des choses à faire. Deuxièmement, que les étudiants étrangers qui sont accueillis par la France pour étudier sur le sol français et qui contribuent à ce trouble à l'ordre public doivent être sans délai reconduits dans leur pays d'origine. Il n'y a aucune raison qu'on tolère qu'un étudiant qu'on accepte dans des instituts prestigieux comme Sciences Po ou des universités comme la Sorbonne, des étudiants qui viennent de pays étrangers, soient admis à troubler le fonctionnement de ces institutions. Donc, Monsieur Bellamy, c'est deux choses toutes simples et je demande au gouvernement de le faire aujourd'hui. Parce que l'exclusion dont parle Marine Le Pen, c'est une sanction disciplinaire qui passe par l'avis des établissements. Mais ça, pour le coup, on peut le faire maintenant et on doit le faire maintenant. Le gouvernement dit il faut être ferme, il faut refuser ces slogans antisémites, il faut combattre cette dérive. Eh bien, c'est le moment de montrer que le gouvernement est cohérent avec ses propres... Vous êtes déjà élu, vous, au Parlement européen, vous y retournez évidemment, tout comme Nadine Morano et Brice Hortefeux présents sur votre ligne. Est-ce que la question du renouvellement, c'est compliqué chez LR ? D'abord, je suis très fier de pouvoir mener une liste sur laquelle il y a une part très importante faite au renouvellement. J'ai la chance de mener cette campagne depuis des semaines avec Céline Imard, qui est agricultrice dans le Tarn, qui partage aujourd'hui son temps entre la campagne européenne et les semis dans son exploitation, avec Christophe Gomard, qui est notre numéro 3, qui est ancien patron des forces spéciales françaises, ancien directeur du renseignement militaire. Tous deux s'engagent pour la première fois en politique. Et puis, il faut aussi une part d'expérience, parce que vous savez, quand on est au Parlement européen, pour mener les bras de fer nécessaires, moi, je suis heureux de pouvoir compter aussi sur des vieux routiers de la politique, des gens qui ont de l'expérience. Vous savez, j'ai beau être jeune, non mais ça compte évidemment, ils le savent. J'ai beau être jeune, je crois que le jeunisme en politique, ça n'est jamais une bonne option. Un tout dernier mot, parce que vous avez été mis en cause, comme d'autres parlementaires européens, par Manon Aubry, qui était de liste La France Insoumise, sur des revenus annexes à vos indemnités d'élus, qui seraient compris entre 12 000 et 66 000 euros sur une année. C'est Transparency International qui aurait fait le décompte. Alors, Monsieur Glucksmann est à peu près sur les mêmes revenus annexes. Lui, il dit ce sont mes droits d'auteur. Qu'est-ce que vous répondez à cette mise en cause publique, pour le coup, puisqu'elle a été publiée en tant que telle? Je crois que la France Insoumise est dans une situation de désespoir qui lui fait raconter à peu près n'importe quoi. Ce ne sont pas des chiffres produits par une organisation, mais produits par nous-mêmes, puisque nous avons déclaré, effectivement, dans un souci de transparence, nos revenus en parallèle de notre mandat. Et pour moi, ce sont entièrement des droits d'auteur qui sont liés au livre que j'ai publié. J'ai la chance d'avoir des électeurs, mais aussi d'avoir des lecteurs. Je souhaite ce bonheur à Manon Aubry un jour. Je pense que c'est important de continuer à mener un travail intellectuel en parallèle de mon mandat. Moi, j'ai écrit un livre de philosophie qui s'appelle « Espérer » il y a quelques mois de cela. Et ce livre, il est lié à un cycle de conférences que je continue de faire à Paris à titre bénévole. J'ai la grande joie d'avoir créé dans ce cadre-là 2 emplois, d'avoir accueilli des jeunes en service civique, de faire vivre cette structure qui porte aujourd'hui au Théâtre Édouard VII les soirées de la philo, que je continue de partager avec un public toujours très nombreux. Et je fais ça encore une fois bénévolement. Donc je crois que si le grand problème de l'Europe, c'est cet engagement-là, je pense que tout ira bien. Et je voudrais dire à Manon Aubry une chose simple. Le vrai sujet aujourd'hui, pour protéger nos démocraties, c'est de lutter contre les ingérences étrangères et qui peuvent passer notamment parfois par le biais d'ONG. On l'a vu dans le Qatargate, c'est une ONG qui diffusait la corruption liée au Qatar. Pourquoi Manon Aubry, si elle tient à la transparence, pourquoi la gauche tout entière s'est-elle toujours opposée à notre demande toute simple de transparence du financement des ONG? Moi, je crois que les ONG, elles ont certainement un rôle à jouer dans la décision publique, mais il n'y a aucune raison qu'elles restent bien souvent... Et vous le redemandez aujourd'hui? Et moi, je redemande à Manon Aubry, si elle croit à la transparence, qu'elle demande aujourd'hui au Parlement européen que nous contrôlions aussi la transparence du financement des ONG qui ont souvent une influence très importante sur la décision publique. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.